Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Coucou. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mew. Ça y est, on l'a fait, 500 abonnés. Mais qu'est-ce que je suis content, c'est... Ça annonce du bon en fait. Alors je comprends pas très bien comment fonctionne l'algorithme YouTube, je sais pas s'il y a des choses que je fais bien, d'autres que je fais mal. Mais bon, tant que vous kiffez et que moi aussi je kiffe parce que je prends énormément de plaisir à faire ce genre de contenu, voilà, tout le monde est content. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Vous venez un petit peu de partout dans le globe, hein. J'ai du français, j'ai du suisse, j'ai de la Belgique, j'ai du Canada, de l'Algérie, j'ai... Oh là, muchachos quoi. Muchachos. Je sais pas quoi vous dire moi. Attendez, vous allumez cette vidéo, vous croyez que je vais faire le foufou Aujourd'hui, on est là pour du thread horreur. Bienvenue dans l'histoire de Anne-Paul-Marie Jean-Claude François. Vous aimez quand je fais le con, hein. Aujourd'hui, nous parlons d'une histoire qui se passe en haute montagne, au milieu de nulle part, là où personne ne peut les entendre crier. Bienvenue dans l'histoire de Lisa. Lisa est une grande habituée des sorties montagne. Que ça soit de longues balades à vélo, de longues randonnées, ou même passer carrément plusieurs jours en bivouac. Elle a l'habitude de partir seule, mais ce n'est pas toujours le cas. De temps en temps, elle est accompagnée de 1 ou 2 amis, et ils passent plusieurs jours à bivouaquer en pleine nature au milieu de nulle part. Pour cette sortie, elle avait prévu de faire une longue balade à vélo, et une fois que ce n'était plus praticable à vélo, continuer à pied avec les affaires, la tente, tout le matériel dans le dos, continuer à pattes pendant de longues heures, et ensuite trouver un emplacement pour faire du bivouac pendant plusieurs jours. Pour cette sortie, elle proposa à Paul de venir avec elle. Celui-ci lui répondit qu'il ne pouvait pas, il avait des obligations. Elle décida donc de partir seule. Le jour même de son départ, elle prend son vélo avec toutes ses affaires, elle est bien chargée, et roule en vélo pendant plusieurs heures. Une fois qu'elle arrive enfin au bout d'un sentier, perdu au milieu de nulle part, ce n'était plus praticable. Du coup, elle l'attacha à son vélo et continua à pied. À ce moment, son téléphone vibre. Elle regarde qui l'appelle, il s'agit de Paul. Heureusement qu'elle avait encore du réseau. Elle décroche et Paul lui indique que finalement, il avait la possibilité de la rejoindre pour faire du bivouac avec elle. Elle lui indiqua les coordonnées GPS de là où elle allait se trouver. Elle avait fait du repérage avec différentes cartes et avait trouvé l'emplacement idéal, et il était convenu que Paul la rejoigne d'ici quelques heures. Notre randonneuse continue donc à pied pendant au moins 4 à 5 heures et établit son campement en pleine forêt. La nuit commençait à tomber, elle monta sa tente rapidement, alluma un feu à proximité entouré de pierres et se fit à manger. Imaginez-vous, vous êtes perdu en pleine forêt, il n'y a personne à des dizaines et des dizaines de kilomètres à la ronde, vous êtes seul avec la nature. Lisa sort un petit harmonica de sa poche et commence à en jouer. Elle était heureuse, elle adorait ça. Quelques minutes plus tard, elle décida de manger car son repas était cuit, et une fois que celui-ci fut englouti, elle regarda les quelques étoiles qui traversaient le feuillage des arbres. Après quelques temps, elle consulta sa montre qu'elle avait au poignet, se demandant quand est-ce que Paul allait arriver. Il n'allait sûrement peut-être pas débarquer de nuit, et décida donc d'aller se coucher. Il était tard. 23 heures, quelques nuages enrobaient la lune. Elle s'endormit profondément, entourée du son de la forêt. Lisa ouvrit les yeux. Quelque chose l'avait réveillée. Elle prêta l'oreille. Rien, pas un bruit, hormis le bruit de la forêt. Elle essaya de refermer les yeux et de se rendormir, et c'est là qu'elle entendit ce bruit. Un sifflement, quelque chose qu'elle ne connaissait pas. De nouveau, ce même sifflement. Il semblait venir
de pas très loin et elle entendit un craquement. Il y avait sûrement un animal à proximité. Elle se redressa doucement, prit sa lampe torche et l'alluma. Il pouvait s'agir de rongeurs, de sangliers, éventuellement de loups, mais elle ne craignait rien. Les animaux avaient peur de la lumière. Elle commença à taper sur le sol dans sa tente, mais ne voulut pas mettre la tête dehors. Lisa décida de rester immobile pendant de longues minutes, en tendant l'oreille. Il n'y avait plus un bruit. Un silence complet, malsain, effrayant, était audible. De nouveau, elle entendit un sifflement, mais non pas dans la même direction que précédemment. Il venait de l'autre côté. Cette fois-ci, elle décida d'ouvrir sa tente et d'éclairer avec sa puissante lampe torche aux alentours. Il n'y avait personne. Vu qu'il n'y avait aucune trace de vie, elle se dit qu'elle devait peut-être halluciner, que c'était tout simplement qu'elle se faisait peur toute seule. Mais ce qui l'inquiétait, c'est que de par son expérience au niveau des randonnées, de ses bivouacs, de son contact avec la nature, ces sifflements, elle n'en avait jamais entendu. Elle décida donc de refermer sa tente, de se remettre à l'intérieur et de dormir avec la lampe torche allumée. Elle réussit à s'endormir après quelques minutes de silence, mais se fit de nouveau réveiller. Cette fois-ci, il s'agissait de sifflements, de craquements et également d'un bruit qu'elle connaissait bien. Comme si un animal utilisait ses griffes pour gratter sur un arbre. Elle en était sûre, il y avait quelque chose autour du camp. Pourtant, elle avait fermé ses réserves de nourriture, rien ne pouvait attirer les animaux sauvages ici. Elle décida de sortir de sa tente, avec sa lampe torche et le couteau de poche qu'elle avait avec elle. Son feu de camp était à moitié éteint. Heureusement, la réserve de bois qu'elle avait faite était à côté du feu et elle put jeter le reste de bois dans les braises encore fumantes. Son feu de camp se raviva et éclaira l'environnement. Aucune trace d'un quelconque animal. Elle décida de rester sur le qui-vive le restant de la nuit, en attendant que le jour se lève 3 heures plus tard. Le jour se lève. Notre randonneuse décide donc de refaire un stock de bois, et par la même occasion, essayer de repérer d'éventuelles traces d'animaux qui auraient pu faire du bruit et causer cet instant de panique qu'elle a vécu cette nuit. Elle s'éloigna donc du camp pour ramasser du bois sec, l'entreposa à son retour à côté du feu et décida de se diriger vers l'endroit où elle avait entendu les craquements et le bruit de griffes déchirant du bois. Elle n'arriva pas à trouver de traces, mais elle remarqua sur l'un des arbres proches du camp de longues traces de griffes qui avaient lacéré l'arbre en profondeur. Là, elle panique un peu. Ça ressemble à la puissance des griffes d'un ours. Mais pourtant, il était extrêmement rare de croiser des ours ici. Surtout qu'ils avaient peur du feu, ils avaient peur de la présence humaine, elle ne comprenait pas ce qu'ils faisaient là. Forcément, elle essaye de prendre son téléphone pour appeler Paul, pour le prévenir qu'il y avait peut-être un ours dans les environs. Rencontrer un ours dans son habitat naturel et qu'il se sente en danger, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais malheureusement, elle n'avait pas de réseau et ne put pas le contacter. Que devait-elle faire? Paul avait sa localisation, il devait arriver, et le souci c'est que si elle rebroussait chemin maintenant, ils se croiseraient peut-être, ou peut-être pas. C'était un dilemme. En l'occurrence, elle ne se sentait pas en sécurité, et décida donc d'attendre une journée de plus. Journée durant laquelle elle essaya de se construire un abri de fortune en hauteur, au-dessus de sa tente. Une sorte de couchette sur laquelle elle aurait mis son duvet et elle aurait dormi en hauteur en sécurité. La nuit tombe, il n'y a pas de bruit. Une nuit plutôt calme. Malheureusement pour elle, il commence à pleuvoir d'une pluie fine et le vent se lève. Cela la réveille et elle commence à bouger sur sa plateforme de fortune et malheureusement elle entend un craquement, prémisse à sa chute. Elle tombe de 2 mètres et atterrit au sol d'un bruit sourd. Elle ne semble pas s'être fait trop mal. Lisa se relève et remarque que son feu est quasiment éteint. Elle regarde sa montre à son poignet. Il est 6 heures du matin et l'obscurité commence à diminuer. Elle n'arrive pas à le localiser, mais c'est à ce moment-là qu'elle entend ce sifflement. Le même sifflement que la nuit dernière. Elle tourne la tête en direction du sifflement et elle voit une silhouette.
Une silhouette sombre à côté d'un énorme chien. Tous les deux silencieux, en train de la regarder. Elle n'arrive pas à distinguer le visage de la silhouette. Et forcément, elle lui pose la question. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous m'avez fait peur. Paul, c'est toi ?» La silhouette se rapproche. Elle essaye de reculer, mais malheureusement la silhouette est déjà sur elle. Elle put voir à ce moment-là le trait glacial de l'homme qui venait de la saisir par la gorge et qui l'a plaquée contre un arbre. Il la tenait fermement contre l'arbre duquel elle venait de tomber. Je n'aurais pas pensé à voir en haut. Il passe sa langue huileuse sur le cou de Lisa, qui essaye de se dégager tant bien que mal. Mais l'homme a une force surhumaine. Elle arrive à saisir un objet qui est toujours accroché à sa ceinture. Un feu à main rouge de signalement et de défense. Elle arrive à l'allumer et place l'embout brûlant sur les côtes de l'agresseur. L'homme la relâche en hurlant de douleur. Mais le chien se jette sur elle, en la faisant tomber à terre et en lui mordant le bras. Elle a le réflexe d'utiliser son bâton incandescent pour brûler le chien qui la libère de ses crocs en poussant un hurlement de douleur. Boostée d'adrénaline, Lisa réagit à une vitesse incroyable. Elle récupère son sac à dos et s'enfuit dans les bois sans se retourner, sous les sons de souffrance de l'homme et du chien. Elle court pendant ce qui lui semble être des kilomètres et des kilomètres. Elle est salement amochée au bras à cause de la morsure. En cherchant bien, elle trouve un abri de fortune bien camouflé entre deux gros buissons. Elle se place à l'intérieur et elle s'applique du désinfectant sur la morsure profonde qu'elle avait dans la trousse de secours de son sac à dos. Elle applique ensuite un bandage de fortune en se retenant de crier et de s'évanouir de douleur. Elle était loin d'être sortie d'affaires et malheureusement, elle ne savait pas quoi faire. Elle a laissé la moitié de ses affaires derrière elle et il était clairement hors de question d'y retourner. Elle se rend compte également qu'elle n'a pas son téléphone sur elle. Il fait partie des affaires laissées au camp. Heureusement, elle avait encore sa boussole. Et elle décida alors de s'orienter en direction du sud-est, de là où elle était normalement venue, pour retrouver son vélo. Durant de longues heures, elle se déplaça aussi rapidement qu'elle le put, sans faire de bruit. Elle dut s'arrêter malheureusement à de nombreuses reprises, car son bras l'élançait fortement et elle perdait du sang, malgré le bandage. Son bras lui faisait un mal de chien. Pardon, c'était facile. Il y avait également sa chute de son arbre dans lequel elle dormait, qui lui avait laissé plus de séquelles qu'il lui avait semblé. Elle souffrait. Après un certain temps, durant lequel elle erre en forêt, elle décide de regarder sa montre. Il était 17 h. L'obscurité commençait à arriver, et surtout, elle n'avançait pas aussi vite qu'elle le voulait. Surtout qu'elle faisait attention à passer par les endroits le plus inaccessibles possible pour éviter de tomber sur son agresseur. Le souci, c'est que en bougeant autant, en utilisant autant de ressources, elle fatiguait très vite, surtout avec cette plaie béante qu'elle avait au bras et qui saignait. Elle se vidait de son sang. Le bandage n'était pas assez costaud, c'était un bandage de fortune. Elle n'avait pas pris le temps d'en faire un correct. Il fallait qu'elle le refasse. Elle décide donc de trouver un refuge dans lequel passer la nuit en sécurité, et après avoir trouvé un emplacement adéquat sous un tronc d'arbre camouflé par d'intenses feuillages, elle s'y coucha, s'immobilisa et s'occupa de sa plaie. La rebanda proprement après l'avoir de nouveau désinfectée et pria. Elle fit l'état des lieux de ce qui lui restait dans son sac, une demi-bouteille d'eau, une conserve et encore un bâton incandescent qu'elle serra précieusement dans ses mains. Elle décida de ne pas boire tout de suite la bouteille d'eau. Elle ne savait pas combien de temps elle allait rester dans cet enfer et si elle allait s'en sortir. Avec un peu de chance, elle arriverait à retrouver son vélo qui était cadenassé adjacent à une rivière. Elle peut le faire, elle doit le faire. Ne lâche rien, Lisa, ne lâche rien. 19 h. Après 2 heures de calme et de silence, Lisa entend un son que malheureusement elle ne pensait plus entendre. Elle reconnut le sifflement de la première nuit et instinctivement, elle se recroqueville, se fait toute petite, arrête même de respirer, fait le moins de bruit possible. Les bruits de pas se rapprochent et de là où elle est, elle voit des jambes se diriger vers elle. Elle est passée où cette garce? Les traces sont toutes fraîches. Une autre voix se fait entendre.
On va lui faire payer son comportement à cette nana. Le chien devrait bientôt retrouver son flair. Continuons par là. La hyène contourne par le sud, avec le chien pour lui couper la route, si elle passe par là. Les deux hommes reprennent leur route, sans rien dire, en direction du sud. La hyène avec le chien, ça devait être son agresseur. Mais qui étaient ces hommes? Que lui voulaient-ils? Heureusement que la fumée du fumigène avait altéré l'odorat du chien. Sinon, elle ne s'en serait jamais sortie. Le calme était revenu, les hommes étaient loin. Mais elle n'était pas encore tirée d'affaire. Elle décida de rester à cet endroit cette nuit, immobile, la peur au ventre, incapable de dormir. La nuit fut silencieuse, elle eut peur de s'endormir. Simplement parce qu'elle avait peur de bouger, de trahir sa présence. Ronfler, c'est dangereux pour la santé à ces moments-là. Au petit matin, elle décida de reprendre sa route, après avoir été sûre qu'il n'y avait personne dans les environs. Elle en profita pour boire un peu d'eau et accéléra sa course. Soudain, elle entendit un bruit d'eau. Elle touchait au but, le ruisseau, le fameux ruisseau, proche de son vélo. Elle accéléra sa course et atteignit la fin de la forêt. Devant elle, elle reconnut le panorama. Un immense champ sur lequel venait s'arrêter un chemin de randonnée et sur lequel elle reconnut son vélo cadenassé, toujours au même endroit. Avant de rejoindre son vélo, elle s'approcha du ruisseau pour remplir sa gourde et regarda d'un œil attentif les environs. Elle guetta d'éventuelles traces des hommes qui la poursuivaient. Après 30 minutes, et étant sûre que les hommes n'étaient pas dans les parages, elle courut jusqu'à son vélo. Enfin, elle allait pouvoir se tirer d'ici. Enfin, elle était sauvée. Elle se jeta sur son vélo et vida son sac à la recherche de ses clés. Ses clés? Ses clés? Où sont ses clés? Non, elle a perdu ses clés. Ses clés ne sont pas dans son sac. Elle a dû les faire tomber durant sa fuite. Putain, mais la poisse! Comment elle va réussir à les distancer? Mais un autre vélo? Le vélo de Paul? Elle ne l'a pas remarqué tout de suite, car il était caché par des arbres. Il était également cadenassé, et cela voulait dire que Paul était venu. Mais où était-il? C'était hors de question de faire marche arrière. Sa condition physique ne lui permettait pas. Elle retourna se cacher à la lisière de la forêt, dans l'espoir que Paul apparaisse ou que d'autres randonneurs surviennent. Et elle patienta. Patienta de longues minutes, de longues heures. Et à la nuit tombée, ses espoirs étaient vains. Personne et pas un bruit. Elle décida alors de passer la nuit sous un bosquet touffu. Et cette fois-ci, épuisée de fatigue, elle ne put pas lutter, elle s'endormit. Cela faisait maintenant 5 jours. 5 jours pendant lesquels elle était partie de chez elle. Il n'y avait toujours aucun signe de Paul. Mais où était-il? Que faisait-il? La journée passa. Elle commençait à être à bout de force. Elle n'avait plus rien à manger et sa plaie continuait à saigner. Elle était à bout. C'est en fin de journée qu'elle entendit un bruit venant de très loin, les pales d'un hélicoptère. La carrosserie rouge et jaune flamboyante, c'était un hélicoptère de secours. Il était tout proche, juste là, à quelques centaines de mètres. Elle décida d'utiliser son dernier fumigène de signalisation. C'était maintenant ou jamais. Avec ses dernières forces, elle sortit de la forêt, coura dans le champ et alluma le fumigène, en faisant de grands signes. L'appareil fit un arc de cercle et se dirigea vers elle. Elle cria de joie. Il l'avait vue. Il se rapprochait. Et c'est à ce moment-là qu'elle entendit un grognement sourd. Elle se retourna et elle vit 3 hommes à la lisière de la forêt avec un gros chien. Les 3 hommes. Ceux qui la recherchaient. Ceux qui la poursuivaient. Ils la regardaient, la dévisageaient, le regard fermé, le visage sombre. L'hélico amorça sa descente et se posa dans le champ. Elle plongea à l'intérieur de l'hélico et leur crie de remonter rapidement. Il faut prendre de l'altitude, qu'ils étaient en danger, en leur décrivant rapidement la situation. Et elle s'effondra de fatigue, le noir complet. À son réveil, Lisa était à l'hôpital. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit 2 policiers en face d'elle. Il y avait son père et sa mère, assis à côté, ainsi que les parents de Paul. Ils lui apprirent qu'elle avait été sauvée à temps, car la plaie s'était infectée, et qu'elle était restée inconsciente pendant 2 jours, durant lesquels des unités aériennes et au sol étaient à la recherche de Paul et des hommes qui l'avaient agressé. Ils avaient retourné une partie de la forêt, mais elle était énorme.
C'est les parents de Lisa et de Paul qui avaient tiré la sonnette d'alarme après 4 jours sans nouvelles. Ils avaient prévenu les secours, la police, et c'est pour ça que l'hélico était là à cet instant. Notre rescapé a appris également que certaines affaires de Paul avaient été trouvées, éparpillées au sol dans la forêt, mais que lui-même avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lui. La police et les secours avaient également investi le camp que Lisa avait monté dans la forêt, mais malheureusement, il n'y avait personne dans les environs. Et encore maintenant, ni Paul, ni les 3 hommes, avec leurs chiens, ne furent retrouvés. Les recherches furent abandonnées après plusieurs jours. Et Lisa ne partit plus jamais en randonnée en montagne. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'y ai mis du cœur, j'ai mis de l'esprit. L'histoire elle est clairement dérangeante, malsaine, mais elle valait le coup d'être racontée et d'être entendue. Et s'il y avait quelque chose à retenir de cette histoire, ça serait de bien s'hydrater toute la journée. Merci en tout cas d'avoir regardé tout ça jusqu'au bout, merci de me suivre. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.